Bienvenue dans les voies de l'invisible, le podcast où l'invisible devient tangible. Moi, c'est Julie Coquard, accompagnée de Frédéric Dehaze. Nous sommes là pour vous, pour explorer la médiumnité, les énergies subtiles, l'ésotérisme et tout ce qui touche à la conscience et à l'éveil intérieur. Frédéric est l'auteur du livre « Le réveil d'un médium énergéticien, de la pierre à la lumière » chez Mama Édition. Chaque épisode est une invitation à ressentir, comprendre et expérimenter le monde autrement. Que vous soyez déjà sensible au spirituel, curieux ou simplement ouvert à de nouvelles perspectives, installez-vous, laissez-vous guider et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, partager et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bonne écoute. Et on se retrouve pour un deuxième épisode des Voix de l'invisible. Après ce premier épisode autour de Frédéric et de son parcours, de la sortie de son livre, pour ce deuxième épisode, on a décidé de s'orienter un peu plus sur la médiumnité, ce qu'est la médiumnité, comment ça se manifeste, comment ça apparaît, est-ce que tout le monde est médium? Avec Frédéric, on a décidé de démystifier un petit peu tous ces termes-là. Et donc aujourd'hui, c'est la médiumnité. Alors, est-ce que tu as une définition? Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est à tout le monde, toutes ces personnes qui nous écoutent? Alors bonjour à tous. Effectivement, la médiumnité, c'est quelque chose qu'on emploie un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Je vais vous donner ma définition, parce que si on veut une définition de la médiumnité, il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Mais pour moi, c'est tout simplement la capacité de percevoir des informations par un autre canal que nos cinq sens. Donc on se retrouve à avoir soit des images, soit des informations, on va rentrer dans le détail je pense ensuite, mais sans avoir sollicité ce canal-là, ça s'impose en quelque sorte à nous. On va voir les formes que ça peut prendre ensuite. Et donc, on détient une information que nous n'avons pas eue par un schéma classique. Et souvent, on entend parler de voyants et de médiums. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Quelles sont les facultés de chacun? Enfin, si c'est différent. Alors, je dirais que la médiumnité, on a des informations qui sont en général brutes et vérifiables. Ça va aussi passer dans le contact avec des entités. On va en parler certainement également dans le détail. La voyance, c'est totalement différent de la médiumnité. Alors, certains disent que c'est une forme de médiumnité puisqu'on accède à une information également par autre chose que les cinq sens. Sauf que là, on est dans une projection de l'avenir et que certains prétendent pouvoir dire l'avenir de leurs concitoyens. Moi, là-dessus, j'ai une certaine réserve, c'est-à-dire que bien sûr que je ne peux que constater que des personnes ont la faculté de pouvoir à tout le moins donner un certain nombre de choses, d'éléments qui peuvent se vérifier et créer un contexte. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout n'est pas écrit et que même s'il peut y avoir des choses qu'on va percevoir à l'avance, il y a ensuite notre réaction, on aura toujours notre libre arbitre et je pense que le libre arbitre peut influer de manière très importante sur le déroulé des choses. Donc médiumnité pure, pour moi, c'est de l'information qui transite. Voyance aussi, mais plus projetée vers l'avenir. Et là-dessus, je pense pas qu'il y ait une vérité. Alors que quand on a par exemple, on a des renseignements sur des faits passés par la médiumnité, là pour le coup, c'est vérifiable et c'est fixe. Justement, la voyance, alors beaucoup en parlent, effectivement. Moi, il m'est arrivé que quelqu'un me dise tu vas rencontrer quelqu'un et tu verras, c'est pas quelqu'un d'ici. Et alors, je me disais, oui, effectivement, d'accord, je vais en vacances, peut-être que ce sera en vacances. J'avais les sens ouverts, vraiment. Et c'était pas quelqu'un d'ici dans le sens où la personne, je l'ai rencontrée dans la région, mais elle avait des origines. Et j'ai compris que voilà, il y avait une histoire d'interprétation. Et c'est là aussi peut-être qu'il faut être un peu vigilant sur la voyance. On a quand même pas mal justement de personnes dans le domaine spirituel qui en parlent. Et on a parlé dans le premier épisode de Stéphane Alix, il y a aussi Natacha Calestrémé qui elle qui était sa femme et qui est aussi une journaliste qui a écrit sur le sujet. Et elle dit que la voyance, faut pas l'utiliser parce qu'il y a une certaine interprétation et rester bloqué sur quelque chose peut faire qu'on reste sur une erreur et qu'on passe à côté de sa vie, tout simplement. En fait, je dirais que sur la voyance, si vous allez consulter avec un certain détachement, pourquoi pas ?
Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire voilà, il pourrait vous arriver ci ou ça. Pour moi, il y a toujours le conditionnel qui est important, ou le côté, je dirais, on a une possibilité, une hypothèse, et c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. La grosse difficulté, c'est que à partir du moment où vous avez des gens qui vont consommer ce genre de personnes, avec une intégrité plus ou moins forte, avec un talent plus ou moins important, les personnes font souvent de leur mieux. Je suis pas en train de dire que les voyants sont tous des escrocs, pas du tout, ils font de leur mieux. Mais et il y en a des très bons, il faut le dire aussi. Mais si vous voulez, moi j'ai beaucoup étudié les neurosciences, et il est évident qu'à partir du moment où vous préparez votre cerveau à une éventualité, le cerveau va être en quête finalement de réaliser cette prophétie. Il y a, là on entre un peu dans les neurosciences, si tu me le permets Julie, je vais permettre de l'expliquer assez simplement. Le corps reçoit des millions d'informations chaque seconde, et le superordinateur qui est notre cerveau va être chargé de traiter toutes ces informations. Mais il ne va pas pouvoir porter à notre connaissance en même temps toutes les infos. C'est-à-dire que par exemple, là vous êtes en train de nous écouter, peut-être qu'en même temps vous conduisez, peut-être qu'en même temps vous êtes en équilibre, en train de changer une ampoule en haut d'un escabeau. Bref, vous pouvez faire plein de choses, et le corps gère tout. Il gère la température, il gère l'équilibre, il gère les battements du cœur, il gère vraiment un maximum d'informations donc chaque seconde. Et donc vous avez une petite partie du cerveau qui s'appelle le SRA, le système réticulé activateur ascendant, de son nom complet, qui lui est un espèce de filtre. Et son boulot, ça va être de remonter à votre conscience les choses qui vont être pour lui importantes. Et ce filtre, c'est en gros ce que vous y mettez. Donc si vous avez décidé, par exemple, ça va être en fonction de vos croyances, par exemple. Donc si la personne vous dit justement, écoute, tu vas rencontrer quelqu'un et il ne sera pas d'ici, ou d'ailleurs, je ne sais plus comment tu me l'as formulé, mais quelque part et inconsciemment, ton cerveau va enregistrer l'information, et il l'avait aussi interprété par ton subconscient, et il est fort probable que ça a facilité inconsciemment la rencontre de cet individu. Donc, et tu peux dire derrière, en fait, oui, elle avait raison. Mais c'est là-dessus que moi je mets beaucoup de réserves, c'est-à-dire qu'on a vraiment le cerveau qui a énormément de capacités, et quand on va voir un voyant, si on n'a pas ce détachement, je prends l'information, on verra si elle se vérifie, mais que j'en fais une croyance, et bien finalement on projette, on crée son avenir. Il y a la loi de la fréquence aussi. Bon, tout ça c'est des sujets qu'on aura dans différents podcasts. Mais quand on fait beaucoup de préparation mentale ou de développement personnel, c'est également là-dessus, même les sportifs de haut niveau se préparent à des compétitions en visualisant ce qui va arriver, et donc le cerveau prépare la chose, et pour lui c'est donc normal. On est un peu là-dedans quand même. Donc encore une fois, moi par rapport à la voyance, je n'ai aucun jugement, parce que je ne suis personne pour juger. Je pense qu'il y a des formidables personnes qui ont un cœur énorme et qui font ça et qui le font très bien. Je dis juste, il faut être prudent, parce que c'est pas l'évangile, pour prendre une petite citation qu'on dit populaire. Voilà. Mais donc restons prudents et mesurés. Et par contre, oui, ça peut être intéressant de confronter un peu le talent de ces personnes qui prétendent pouvoir dire l'avenir. Pour autant, effectivement, la barrière entre médiumnité et voyance parfois est très fine. Et toi, en tant que médium, il ne t'arrive jamais d'avoir des flashs de ce qui pourrait t'arriver, d'avoir une intuition? Si, ça t'arrive un petit peu, non? Alors c'est un petit peu différent. Ce qu'il faut savoir, je le raconte dans le livre dont on a parlé, c'est que au début, quand j'ai senti que j'avais la médiumnité, enfin quand j'étais adolescent vraiment, où je percevais des choses, j'ai acheté un tarot et j'ai commencé à vouloir justement prédire l'avenir, tirer les cartes, etc. Donc c'est indéniable. Moi, j'en connais vraiment de très talentueux qui sont capables de dire les choses. Moi, j'ai décidé, j'ai choisi, mais c'est vraiment un choix de par ce que je viens d'expliquer, puisque moi j'ai voulu aller plus loin, j'ai étudié le cerveau. Je trouve que la part de risque, elle est trop importante, et je ne suis pas un diseur de bonne aventure, je ne suis pas un voyant. Encore une fois, il n'y a pas de mépris ni de jugement de valeur sur ceux qui le font, je le répète, parce qu'il y en a qui sont vraiment brillants, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Est-ce que moi j'ai déjà eu des pressentiments? Oui, bien sûr. Est-ce que, alors je le raconte là aussi dans le livre,
plusieurs fois, on est venu me prévenir, mais ça c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour le coup, il y a eu des événements qui se sont passés dans ma vie où il y a eu, on va dire, une interférence. C'est encore arrivé il y a pas très longtemps, le mois dernier, et cette interférence m'a permis de réagir différemment et de ne pas vivre quelque chose qui aurait pu être plus désagréable ou plus grave. Je pense que ta façon de voir les choses, c'est de ne pas y aller de façon volontaire chez un voyant pour avoir la carte de son avenir et de laisser venir un peu les choses. Et si tu as une information qui te vient, elle est à prendre en considération. Mais on peut pas faire une carte d'avenir définie sur qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez faire telle rencontre, voilà. En fait, c'est ça l'idée, c'est que je comprends, surtout pour des personnes qui vivent des périodes difficiles, qui ont des peines, qui se disent mais quand est-ce qu'on va sortir de l'ornière, parce que parfois ça dure depuis longtemps. Personne n'est dépositaire de votre avenir. Moi, ce que je développe aussi dans mes séances et dans mes accompagnements, c'est l'idée de reprendre son pouvoir. C'est très important. Il faut savoir que la grande majorité des pensées que vous avez, et vous en avez beaucoup, qui créent finalement votre réalité, sont issues directement de votre environnement. C'est même pas les vôtres en fait. Donc c'est hyper dangereux d'aller voir quelqu'un, aussi brillant soit-il, en se disant cette personne est le dépositaire de ce qui va m'arriver. Donc je vais l'écouter. S'il me dit que je vais devenir riche et rencontrer le prince charmant, bah c'est génial, ça va se passer. Ou s'il me dit que je vais avoir une grave maladie, ah bah je peux aller faire mon contrat obsèque parce que ça y est, c'est parti. Dans les deux cas, c'est probablement faux. Et c'est vraiment ça la limite. Là, on est toujours sur le côté donc voyance de la médiumnité. Pour moi, c'est raccordé. C'est une forme de médiumnité. Par contre, comme les oracles, etc. Enfin, il y a plein de choses. Je dirais qu'il faut y aller dans un état d'esprit en se disant bon, on va aller écouter un peu ce qu'on nous dit. Ça nous permettra d'être peut-être un peu mieux armés si ça se présente. Mais en aucun cas, on va me dire ce qui va se passer. On va me donner des hypothèses avec une probabilité peut-être un peu plus importante. Mais voilà, ne vous enfermez pas dans des prédictions parce que il y a beaucoup de dégâts même en interne avant même que les choses ne se produisent en fait. Quand le cerveau, quand vous dites, là aussi je vais parler un peu de neurosciences, mais quand vous parlez, quand vous imaginez une situation avec donc votre imagerie mentale, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui arrive réellement. Ça veut dire qu'il y a une réponse biologique qui se fait. Et si vous êtes en train d'imaginer là que vous avez les 6 numéros du loto, allez-y, faites-le pendant que vous m'écoutez. Et vous imaginez que vous allez toucher 22 millions d'euros. Et vous imaginez déjà la voiture que vous allez conduire, le bien que vous allez pouvoir faire autour de vous, cette maison que vous allez enfin pouvoir avoir, dont vous rêviez. Eh bien, votre cerveau va créer de la dopamine. C'est du plaisir. Vous dites, ah ouais, trop cool. Et sauf que si on fait la même chose en parlant de malheur cette fois, imaginez que il arrive quelque chose à vos enfants. Enfin, je fais exprès d'aller tripoter un peu le truc. Tout de suite, il y a du stress et de l'angoisse. La réponse, elle est immédiate. Ça n'est évidemment pas arrivé. Tout ce que j'espère, c'est que ça n'arrivera pas. Le loto, si, mais le deuxième, non. Et pour autant, vous allez créer dans votre organisme une substance, les neurotransmetteurs qui vont être les hormones du stress finalement. Et vous n'allez pas être bien. Donc, si la personne vous dit des choses pas très positives, vous allez créer un environnement acide à l'intérieur de vous-même et il y a des répercussions évidemment sur la santé. On va revenir sur notre sujet principal, la médiumnité. Donc, tu nous en as fait ta définition. Ça se manifeste de quelle façon chez toi, la médiumnité ? Est-ce que ça se manifeste de la même façon chez tout le monde ? Alors, voilà, j'imagine que non, mais je pense que tu as ta propre réponse. Et du coup, comment toi, ça se manifeste quand je sais même pas comment on peut le dire, quand tu as des flashs médiumniques, je ne sais même pas. Est-ce que tu peux m'éclairer sur le sujet ? Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs possibilités et plusieurs canaux pour se connecter à sa médiumnité. Il y a les clairaudients, les clairsentants, les clairvoyants. Donc il y en a qui vont avoir des images, d'autres des sons, d'autres des ressentis. Moi, j'ai un peu de tout en fait en ce qui me concerne. Il y en a qui ont à un très haut niveau, par exemple, la clairaudience, c'est-à-dire qu'ils
il discute avec des entités que nous on ne perçoit pas, enfin que le commun des mortels ne perçoit pas, et il discute, il les entend. Enfin, c'est pour en connaître une qui discute avec les défunts, pour ne pas citer l'exemple, pour ne pas la citer, c'est bluffant. Enfin, moi j'ai halluciné, quoi. Donc au début, je pensais qu'elle était folle dans les premières secondes, et quand elle m'a donné des détails que absolument personne ne pouvait connaître et qui ne pouvait venir que de la personne concernée, et c'était même pas potentiellement de la télépathie, puisque l'information qu'elle m'a donnée, je ne l'avais pas. Donc j'ai dû la vérifier a posteriori pour comprendre à quel point l'expérience était puissante. Donc il va y avoir, donc moi en ce qui me concerne, quand j'étais enfant, je le raconte là aussi dans le livre, ben je voyais et j'entendais et je ressentais. Donc dans les premiers souvenirs que j'ai, il y avait une dame qui venait pleurer au pied de mon lit tous les soirs quand ma mère venait me coucher. Donc elle venait me coucher, elle repartait, et cette dame inlassablement chaque jour venait pleurer au pied de mon lit. Donc moi j'hurlais de terreur, évidemment. Ma mère arrivait immédiatement en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Je disais il y a une dame dans ma chambre. Elle me dit mais non. Alors elle jouait le jeu, elle ouvrait le placard, elle regardait sous le lit, elle regardait derrière le rideau. Elle me dit tu vois bien qu'il y a personne, tu vois bien qu'il y a personne. Et au fur et à mesure, j'ai fini par ne plus la voir. Donc par contre, et c'était certainement pire finalement, c'est que je la ressentais. Donc je savais qu'elle était là, je sentais sa présence, c'était terrible. Et ça a duré très très longtemps, donc je le raconte. Finalement, j'ai réussi à tout couper, et c'est revenu ensuite à l'adolescence. Donc les perceptions, chez moi, ça va être, pour répondre plus concrètement, les premières choses, c'est vraiment les ressentis. Ça, c'est vraiment j'arrive dans un endroit où une entité arrive dans la pièce, puisqu'on peut en parler, c'est aussi parler avec les défunts notamment, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui change, par exemple. La présence d'un défunt est très caractéristique. Il y a un ressenti, comme une sorte de frisson qui n'en est pas un finalement. C'est un frisson qui n'est pas un frisson de froid. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et là, je sais, c'est le signe qu'il y a une entité qui est à proximité. Donc ça, c'est le ressenti du corps. L'entité, quand elle va entrer en contact, là c'est un cas spécifique, rencontre avec une entité, elle va souvent essayer de nous faire ressentir par où elle est partie pour s'identifier. Donc fréquemment, j'ai des douleurs, des lourdeurs ou des choses comme ça sur des parties physiques du corps. Et si quelqu'un, par exemple, a eu un choc à la tête, je vais avoir mal à la tête, quoi. Voilà. Et elle va dire, bah oui, elle est décédée d'une chute. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut arriver. Ensuite, il va y avoir des images. Alors ça, les images, ça, moi, c'est souvent, j'aime bien parler de surimpression. C'est-à-dire que quand, par exemple, je nettoie des lieux et les entités présentes vont me montrer le lieu tel qu'elles le perçoivent. Et là, je vais avoir une espèce de négatif de photo devant la réalité. Et il est arrivé plusieurs fois pendant des visites en disant « Excusez-moi, vous avez fait des travaux dans cette maison ?» Ben oui, effectivement. Il n'y avait pas un mur de briques là Ben si. Il n'y avait pas un cadre Ah ben si. Enfin voilà, donc c'est vraiment... et puis c'est très très précis en général. Donc voilà, donc là je vais avoir une espèce de surimpression d'image qui va me permettre d'avoir ces détails-là. Ensuite, et ça c'est la dernière chose que j'ai fini par accepter, ça a été très dur, et j'ai même consulté une psychologue à l'époque. On a en fait, on nous parle. Donc ça aujourd'hui je l'utilise au quotidien, mais j'ai mis vraiment longtemps à admettre que c'était possible. Et comment ça se passe? En ce qui me concerne, encore une fois, d'autres l'ont plus développé que moi, donc ils entendent vraiment un timbre de voix différent, etc. Moi non, c'est une pensée qui est pas à moi. Donc on vient dans ma tête, il y a une idée, une espèce d'inspiration, on va dire ça comme ça, et en général qui est porteuse d'informations très concrètes, un prénom, une date, voilà, et donc je mets du temps parce que c'est très difficile. J'y viendrai après quand on débute là-dessus, parce que on sait pas d'où ça sort. Et je voudrais mettre en garde les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être ces fulgurances par moment. C'est que quand on commence à se rendre compte, à être à l'écoute de cette petite voix qui nous souffle des choses,
on va commencer peut-être à être un peu grisé, à se dire mais tiens, je suis peut-être médium, je peux peut-être savoir ci, je peux peut-être savoir là, et j'obtiens des informations. Sauf que il y a cette phrase que je dis souvent, l'intuition a la même voix que la peur. Et donc, quand on a des enfants, quand on a des proches, on va avoir parfois des informations qui vont venir en disant faut pas qu'ils sortent parce qu'ils risquent de chuter, par exemple. Ils chutent. Donc vous dites j'aurais dû écouter ma petite voix. Et puis la fois d'après, vous entendez oui mais là il va vraiment se tuer quoi. Il faut pas qu'il y aille, il va se tuer. Donc c'est encore pire. Et là vous êtes tenaillé parce que vous dites mais non mais je suis folle, qu'est-ce qui se passe, etc. Et évidemment et heureusement ça ne se passe pas. Ça je suis dans des cas extrêmes, mais c'est pour vous montrer que la peur a la même voix que l'intuition. Et donc quand au début on ne sait pas réguler, gérer, ça peut être très impressionnant et ça peut rendre vraiment, je dirais, se déstabiliser fortement sur le plan émotionnel. Donc il faut être vraiment prudent par rapport à ça. En tout cas moi ce qui a été déterminant, c'est un jour je suis en consultation avec une personne qui était médecin de son état. Elle venait pour toute autre chose, enfin bref, et je suis en train de faire le soin et j'ai une pensée qui arrive, mais j'entends, maintenant je dis j'entends, mais dans ma tête, il y a une espèce de mots qui arrivent dans ma tête, des syllabes associées qui pour moi n'ont aucun sens. Donc je fais pas attention, je continue mon soin et cette onomatopée revient une fois, deux fois, trois fois. Et je dis au bout d'un moment, excusez-moi madame, je vais vous le dire, mais il y a un espèce de mot qui arrive et j'essaye de prononcer ce mot, que je serais incapable de reprononcer d'ailleurs aujourd'hui. Et elle, en fait, elle fait « Oh mon Dieu !» Et elle met les mains sur le visage et elle se met à pleurer. Mais je dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Et en fait, elle me dit « Ce que vous venez de dire, c'est du patois amiénois. Et c'est comme ça que m'appelait ma grand-mère. Et justement, j'étais en train de penser à elle. » Donc, alors je l'avais mal prononcé, évidemment. Elle me l'a répété avec l'accent. Moi, je connaissais même pas l'existence de ce mot. Et là, je me suis dit, waouh. Donc ça, pour le coup, je pouvais vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas l'inventer. J'ignorais qu'elle était en train de penser à sa grand-mère et encore moins que ce mot existait. Et donc c'est à partir de ce moment de déclic que je me suis dit, je vais être un peu plus attentif à ce qui peut émerger parce que finalement, c'est peut-être une information que j'ai à transmettre. Je vais revenir sur deux sujets par rapport à ça. La première, c'est que tu disais justement que quand tu étais enfant, tu voyais vraiment cette personne au bord de ton lit. On dit souvent que les enfants sont beaucoup plus capables que les adultes de voir des entités. Ça, c'est une première chose qu'on entend, une croyance générale. Et la deuxième, qu'on entend régulièrement et sur laquelle tu es venu, c'est tout le monde peut être un peu médium. C'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est une capacité que tu as ? Enfin voilà. Après, moi, j'ai un peu ma réponse, mais on va voir si elle corrobore avec la mienne. Alors, il y a d'abord quelque chose de très très important effectivement sur les enfants. Ils ont une ouverture, une ouverture dans tous les sens du terme, puisque les os du crâne n'ont pas fini d'être soudés finalement, et au niveau de la fontanelle notamment. Donc, on peut penser qu'il y a des ondes. On est sur des fréquences énergétiques, et donc on peut penser que les enfants sont beaucoup plus réceptifs. Et c'est quasiment le principal motif de consultation. Au niveau du cabinet, c'est des parents qui viennent parce que les enfants dorment mal, ils sont réveillés la nuit, parfois pour certains ils disent carrément qu'il y a quelqu'un dans la chambre, mais parfois ils ne perçoivent pas forcément l'entité, mais ils vont être dans des comportements inhabituels, ils vont avoir de la colère, ils vont avoir parfois de la violence, et en fait il y a une porosité entre l'environnement et l'enfant. Et donc j'invite là-dessus les parents à être vigilants, les sommeils extrêmement troublés, les comportements qui sortent un peu de l'ordinaire, en fait, ça peut être tout simplement une entité qui les perturbe parce que les entités de leur côté perçoivent bien que l'enfant réagit. Donc, ils vont essayer d'être en contact avec lui. Ils sont pas forcément malveillants, mais ils essayent de se faire entendre. Et l'enfant, lui, est extrêmement perturbé sans pouvoir forcément mettre des mots sur ce qui lui arrive. Donc, j'ai très très souvent des personnes qui viennent me voir avec des enfants à partir de 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 6-7 ans facilement, avec vraiment de très grosses perturbations, parfois la nuit, etc. Donc ça, c'était la première partie de la question. Rappelle-moi la deuxième partie. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, et c'est vrai qu'on dit généralement que pour les enfants, l'âge de raison apparaît à partir de 7 ans. D'où l'explication qu'à partir de 7 ans, peut-être, ils voient moins de choses.
Et c'est aussi un peu ça qui expliquait les amis imaginaires, les fameux amis imaginaires que les enfants ont très tôt, très rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. La deuxième partie de ma question, c'est est-ce que tout le monde peut être médium ? Alors, j'imagine que tout le monde peut faire du foot, mais n'est pas forcément Zidane derrière. Mais qu'est-ce que toi, tu as à dire sur le sujet ? Alors, tu m'as un peu piqué ma façon de présenter les choses, mais d'abord, je rebondis sur ce que tu as dit sur le fameux ami imaginaire, parce que les parents, en fait, souvent, soit ne sont pas au courant, parce que c'est vraiment quelque chose dans l'intimité de l'enfant. Mais moi, pour le coup, j'ai vécu ça avec un de mes enfants qui parlait très souvent tout seul dans sa chambre. Et il se trouve qu'on avait eu la douleur de perdre la grand-mère de cet enfant, la mère de sa maman. Et un jour, comme moi, je l'entendais vraiment parler, rigoler, etc., je suis entré et je lui dis « Mais à qui tu parles ?» Et il m'a répondu, mais très spontanément, avec Mamie André. Et il m'a donné des détails. Il l'avait pas connu en fait. Donc, il l'avait pas connu consciemment elle est décédée quand il avait 2 ans et il donnait des détails. C'était pas possible quoi, qu'il s'en souvienne, etc. Et c'était juste incroyable. Et personne ne lui avait suggéré. Il y avait pas de photos, etc. Donc vraiment c'était étonnant. Et quant à la question de savoir effectivement si tout le monde est médium, pour moi oui. Tout simplement, on est dans une société, dans un environnement qui ferme ce canal. En Inde, par exemple, la méditation, les choses comme ça, tout ce qui va permettre de calmer un peu le mental et qui va permettre de se connecter au subconscient, à une partie un peu plus silencieuse, qui permet d'entendre d'autres choses, ça fait partie de la culture finalement. Alors évidemment, et je rebondis sur l'exemple du foot, tu me donnes un ballon, je joue au foot. Tu donnes un ballon à Messi, il joue au foot aussi. Mais c'est pas tout à fait pareil, heureusement pour lui d'ailleurs. Donc c'est exactement pareil pour la médiumnité. On est tous médiums, ça c'est sûr, à des degrés différents. Ce qui est certain, c'est que si tu me donnes un ballon et que je ne veux pas jouer au football, je ne jouerai pas au football. Si tu es un cartésien buté et que tu ne veux absolument rien entendre, tu n'entendras rien non plus. C'est exactement la même chose. Mais pour autant, on a tous la capacité à l'être et à développer. Maintenant, dans ton introduction, tu parlais tout à l'heure de personnes qui proposaient de devenir médium par l'intermédiaire d'un stage, d'un truc, d'un machin. Là encore, je dirais, faut être prudent. Là encore, je vais pas jeter l'anathème sur tel ou tel type de personne. Loin de moi cette idée. Et encore une fois, je ne suis personne pour juger. Mais ce qui est certain, c'est que c'est comme les formations qui proposent d'être magnétiseur en 48 heures et en regardant 12 vidéos sur Internet. Faut arrêter un peu les bêtises. C'est vrai que certaines de ces formations sont très instructives, sont très même qualitatives, mais après, il faut du temps et il faut de la pratique. Moi, entre le moment où j'ai commencé à me rendre compte que je me reconnectais à tout ça et que j'ai donné ma première consultation, il y a eu plus de 10 ans de formation, de rencontres, de tentatives, et c'est vraiment un art. Et comme pour une œuvre, ça se polit, on prend du temps. Enfin voilà, c'est donc oui, et c'est très bien d'éveiller à tout ça, mais encore une fois, attention, on ne forme pas. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme la recette du gâteau au chocolat. Il faut vraiment appréhender les choses. Il faut du temps, il faut intégrer, et de là à en faire vraiment une profession. Voilà. Et je terminerai quand même sur une chose. Dès qu'on touche à la spiritualité ou à des choses de ce type, on ouvre une porte. Et on ouvre une porte, mais on ne sait pas vraiment la refermer déjà, premièrement, et on ne sait pas ce qui se cache derrière. Il y a, comme dans ce monde subtil, c'est la même chose si vous laissez entrer n'importe qui chez vous, il y aura peut-être des gens super sympas, et il y en aura peut-être qui vont se barrer avec l'argenterie. Donc c'est un peu pareil avec le monde subtil. Vous avez de superbes présences magnifiques, et vous avez aussi des présences un peu moins positives. Donc avant de vous lancer dans toutes ces choses-là, soyez prudents et protégez-vous. On aura l'occasion peut-être d'y revenir dans un futur podcast. Ce que j'allais dire, effectivement, c'est un vrai sujet, la protection, et aussi tout ce qui est invisible n'est pas forcément bienveillant. Et ça, on a tendance à croire qu'à partir du moment où on passe de l'autre côté,
la bienveillance est de mise, alors que pas forcément. Ce sera effectivement un autre sujet qu'on abordera. Sur la médiumnité, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans leur vie intérieure, sans pour autant pouvoir faire confiance à des charlatans d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aller un petit peu plus loin? Alors, tu as parlé de méditation, tu as parlé de te reconnecter à toi, et je voulais aussi rebondir sur ça. Tu m'as dit, quand on n'a pas envie de jouer au ballon, on joue pas au ballon. Sauf que toi, t'avais pas du tout envie d'être médium, et tu l'es devenu quand même. On t'y a poussé quand même. Il y a quand même, à un moment donné, des signes et des choses qui font que, à titre personnel, on peut comprendre que cette direction-là, ce serait pas mal de la prendre pour certaines personnes. Alors en fait, oui, tu as raison de me mettre face à cette contradiction finalement. Parce que c'est pas faux. C'est-à-dire que enfant, ça me faisait pas peur. À la fin, l'apparition me faisait peur parce que c'était pas normal manifestement. Et puis personne ne l'apercevait d'autre. Donc il y a eu des peurs. Ensuite, à l'adolescence, ça m'a fasciné. J'ai essayé un peu de l'exploiter, de la développer plutôt, pas exploiter, parce que évidemment, il n'y avait pas de question d'argent. Mais c'est là où j'ai compris que ça pouvait m'emmener vers des directions que j'avais pas forcément choisies, et ça s'est fini en une expérience particulièrement traumatique pour moi qui a fait que j'ai occulté. Donc, je dirais que le conseil, tu parles de charlatan, de charlatanisme, m'appartient pas de juger les uns ou les autres, ce serait hyper prétentieux et malvenu de ma part. Par contre, ce qui est certain, c'est que, alors, donc moi, en ce qui me concerne, pour terminer la question, excuse-moi, j'étais déjà en train de répondre à la suite, mais effectivement, moi, on m'y a poussé un peu. Maintenant, il y a une part de moi quand même. En fait, ma raison d'être, c'est d'aider les gens. Et je le faisais j'ai changé juste de moyens. La finalité, c'est toujours d'aider les gens. Quand j'ai fait de la politique, c'était pour aider les gens. Quand je me suis investi dans l'associatif, c'était pour aider les gens. Et quand j'ai fait de l'immobilier, c'est pour aider les gens à trouver leur logement, en l'occurrence. Donc, ça a toujours été ma valeur, ma raison d'être. Et aujourd'hui, ma raison d'être, c'est d'aider toujours les gens, mais par le biais, en reconnectant un peu, en les aidant à avoir des transformations durables, parce que là où certains interviennent sur le mental, d'autres sur l'énergie, eh bien souvent il manque le chaînon manquant. Moi, je vais intervenir sur la globalité de l'être, et c'est ce qui, je crois, va permettre d'avoir des transformations ou des effets plus durables. Donc finalement, ma mission, ma raison d'être, elle est toujours dans l'axe quelque part. Voilà ce qui explique que moi finalement je me prête au jeu. Il y avait quand même une partie de moi qui en avait peur, et je sais pourquoi d'ailleurs, je l'explique aussi dans le livre. Il y avait une peur viscérale profonde de tout ça, mais j'accepte aujourd'hui progressivement de ne faire que ça, parce que ça résonne toujours avec la raison d'être. Quant aux charlatans et au charlatanisme, etc., où il y en a plein, ça c'est sûr, quels conseils je pourrais donner? Moi, j'attache beaucoup d'importance à la lecture. Je sais qu'on est dans une époque où on regarde des vidéos, on écoute des podcasts d'ailleurs de qualité. Donc ça peut être aussi des moyens de médias en fait, c'est-à-dire d'avoir ce temps où on écoute, on intègre et on prend du recul. Pas partir dans des pratiques ésotériques, et notamment pour ceux qui ont perdu un proche, etc. Ne jamais faire de Ouija ou de spiritisme. On aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais quand on parle des mauvaises rencontres subtiles, alors là, pour le coup, vous ouvrez la porte grande ouverte, et c'est très rare que ce soit des bonnes personnes derrière. Donc, les pires cas que j'ai vus étaient liés au spiritisme. Donc, je sais qu'on a la débilité de vendre des planches de Ouija au Furet du Nord. Enfin, j'ai rien contre cette enseigne, bien sûr, mais dans les librairies, etc., ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça peut être grisant, ça peut être fascinant, mais c'est souvent extrêmement dangereux. Des conseils concrets à titre personnel de faire, en plus de méditer? Parce que là, tu as surtout mis le doigt sur les choses qu'il ne faut pas faire. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire si on a envie de développer à titre personnel? Alors, c'est vrai que si on veut développer à titre personnel, la première chose que j'aurais envie de valoriser, c'est la méditation guidée. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche d'écouter notre petite voix, c'est qu'il y a trop de bruit. On est sans arrêt sollicité par les écrans, sans arrêt sollicité par le son, par le bruit. Et en fait, c'est le silence intérieur qui va nous permettre de percevoir les choses. Donc ça, je dirais que c'est le premier outil.
Le deuxième, quand on commence à avoir quelques vibrations, quelques appétences, on va peut-être avoir besoin d'un support pour commencer à exprimer un peu les choses. Moi, j'aime beaucoup les cartes et les oracles. Je fais partie de ces personnes qui en achètent plein, qui les fout dans les placards et qui les sort une fois par an, mais je suis tellement heureux de les avoir que voilà. Et donc là, vous allez avoir tous les thèmes, toutes les possibilités. Donc ça, c'est très cool. Il y a aussi le pendule qui est très simple d'utilisation. Ça fait partie des outils. Moi, j'ai créé ma propre méthode d'accompagnement et je la dispense pas pour le coup. En tout cas, pas pour l'instant. Ça viendra peut-être parce qu'on me le demande, mais à aujourd'hui, j'associe essentiellement la radiesthésie, donc le pendule. Tu l'as testé, tu l'as vu, qui me permet quand même d'avoir des informations relativement précises. J'utilise les oracles aussi, mais encore une fois, c'est à titre consultatif. Et en aucun cas, je ne le prends comme quelque chose de gravé dans le marbre. On en a parlé déjà, mais c'est exactement la même idée. Donc moi, je dirais, première intention, méditation. C'est gratuit et c'est top. Ensuite, connexion avec des oracles qui peuvent être thématiques, par exemple. Et puis, troisième étage de la fusée, on va vraiment aller dans des choses un petit peu plus engageantes comme la radiesthésie. La boule de cristal, pourquoi pas moi, j'en ai une, je vois rien dedans, mais voilà. Mais il y en a qui voient des choses très intéressantes. Donc je dirais que ça va être plutôt ces étapes-là. Mais commencez par faire le silence en vous. Alors, 2 choses par rapport à la médiumnité. D'une part, est-ce qu'il s'agit d'êtres qui ne sont plus de ce monde, qui sont dans l'autre monde, qui viennent te parler, te dire les choses? Et de 2, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ça se passe de famille en famille? Alors, c'est une excellente question. Moi, je distingue... c'est vrai que je distingue au moins 2 types voire 3 de communication. La première, ça va être des entités de personnes disparues, donc des défunts qui viennent avec leur personnalité, leurs problématiques, et qui vont être attachés soit à une personne, soit à un lieu. On sous-estime vraiment énormément l'importance des lieux et de l'histoire qui est rattachée. Quand vous allez dans une maison qui a 100 ans, il y a certainement eu des moments très heureux dans cette maison, mais pas que. Et quand on récupère un bien et qu'on ne la nettoie pas énergétiquement, on va cohabiter avec les énergies existantes et on pourra faire une émission spéciale là-dessus parce que très clairement les gens sous-estiment mais vraiment l'impact que ça peut avoir sur leur sommeil, sur leur santé, sur leur vie. Je pourrais te montrer un message reçu hier d'une personne qui croyait absolument pas à ça et quand elle est venue, je lui ai dit écoutez, chez vous, il y a quand même des trucs pas terribles et elle a fini par me dire de manière un peu désinvolte allez-y, vous avez qu'à le faire puisque je peux le faire à distance. Et elle a attendu une semaine et elle m'a envoyé un message que je pourrais partager où elle dit mais c'est incroyable, je dors comme un bébé, je pouvais pas imaginer qu'il y aurait un tel impact. Donc les entités des lieux et les entités des personnes et les troisièmes, j'ai des guides. Donc là c'est clairement des interlocuteurs qu'on sent beaucoup plus puissants finalement. Ils ont en commun, comment on les distingue des autres? D'abord par la puissance qu'ils dégagent, on le sent, et surtout par la puissance de leur amour. C'est toujours bienveillant, et même quand ils râlent, si j'ose dire, parce que parfois ils sont, je peux pas dire agacés, parce que c'est tellement plein d'amour, mais ils veulent exhorter le sujet à croire en eux, et ils donnent des informations, etc. Et c'est toujours extrêmement bienveillant. Donc, moi, je me branche toujours sur les guides des personnes qui viennent me voir pour demander ce que je dois savoir d'eux pour les aider. Bon, encore une fois, tu as connu ce passage. Moi, j'en garde à chaque fois aucun souvenir. C'est-à-dire que c'est un état de réception, de canal, de canalisation. Donc, ce que je raconte, je note les mots les plus importants pour pas les oublier. Mais après, j'oublie. Donc voilà, mais donc c'est les deux sortes, on va dire, enfin les 3 types, je dirais, d'entités que j'ai pu avoir en communication. Je vais en ajouter une petite 4e pour une expérience bien particulière. J'ai été appelé dans une clinique vétérinaire qui était immense, un bâtiment immense. Et en fait, ce qui s'était passé, et là on a un peu une connexion de tout. Donc comme anecdote, c'est plutôt pas mal. C'était une petite clinique qui avait eu l'opportunité de racheter une maison qui était derrière le bâtiment et ils avaient donc
tout rénover pour agrandir. Et à partir du moment où ils ont agrandi cette clinique, l'ambiance au travail s'est dégradée, le personnel se disputait. Ils avaient fait une pièce de vie super parce qu'ils étaient assez nombreux, où ils étaient censés pouvoir manger. Personne ne mangeait là. La propriétaire des lieux s'étonnait à venir travailler, elle qui est passionnée comme personne par son métier, avec une boule au ventre, etc., etc. Bref, de fil en aiguille, elle a fini par me demander de venir. Et j'ai commencé à faire l'équilibrage des lieux, le nettoyage des lieux. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait eu ces travaux. Donc, j'ai eu des informations très précises. Là encore, j'ai les pièces, les photos. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'éléments qui permettraient de retracer ça. Et avec précision. Et à un moment donné, j'arrive dans 2 pièces. Et je dis, écoutez, là, c'est marrant. Je vois une dame, etc. Et là, elle me dit, bah oui, il y avait une habitation. Donc, la dame était encore là. Elle m'a donné des informations même sur son quotidien. Et c'est là que je vous dis que j'ai les pièces parce que je lui dis, écoutez, cette dame, je comprends pas. Elle me dit qu'elle va tout le temps à la mare, au canard, et que elle comprend pas qu'il y ait des animaux, etc. ici, et que ça lui convient pas. Et on était dans un milieu très urbanisé, donc il y a évidemment pas de mare au canard. Sauf que moi, la dame que je voyais, elle était pas de la semaine dernière, si vous voulez, en termes de mode. Et bref, j'ai la propriétaire qui est très perplexe, qui m'écoute gentiment, mais voilà. Et puis, je fais mon travail, je fais monter cette entité qui avait besoin d'aller dans la lumière. Et puis, je continue mon tour. Et j'arrive dans 2 pièces que je trouve extrêmement lourdes. Et je lui dis, écoutez, dans le bâtiment, machin, ça va, mais là et là, c'est quand même très, très particulier. Et il se trouve que c'était pour l'une des salles, celle où il y avait les opérations très difficiles pour les animaux, donc où il y avait potentiellement quelques départs. Et l'autre, c'était la salle d'euthanasie, en fait. Et moi, il y avait rien, hein, c'était qu'une table en métal comme il y en avait ailleurs. Et donc là, j'ai compris que c'était les énergies des animaux que je ressentais. Donc j'ai fait monter ces animaux. Et il y a même eu quelque chose d'assez touchant parce que j'en ai vu. Enfin bref, je vais pas être trop long. Et finalement, elle a rien dit à ses employés parce qu'évidemment, mais elle m'a envoyé un petit mot en disant c'est incroyable. Pour la première fois depuis que le bâtiment a été fait, les secrétaires, etc. ont décidé de déjeuner ensemble dans la cuisine, quoi. Donc c'était assez fou. Et deuxième effet qui se coule, je l'ai là, je pourrais te le montrer. Je reçois quelques jours plus tard un texto de la cliente concernée. Tu vois, je vais le chercher dans mon téléphone parce que je sais qu'il est là. Voilà. Et tu vois, il y a la photo. Et dans l'acte de propriété, elle a retrouvé une archive qui montre qu'il y avait en fait avant un château qui a été transformé en résidence. Et là, il y a le petit point d'eau où la dame allait nourrir ses canards. Donc, et ça, c'est encore un dessin. Tu vois, c'est pas une carte. C'était dans les archives du bâtiment. Donc incroyable, il y avait absolument rien. En plus, c'est pas du tout. Moi, je suis un spécialiste de Lambersart. On n'est pas du tout à Lambersart. J'avais jamais mis les pieds dans ce quartier, donc je ne pouvais pas avoir une connaissance de ce lieu auparavant. Donc voilà le genre de choses qui est un véritable cadeau pour le coup, parce que quand ça se passe, on a une montée d'amour finalement, parce qu'on sait qu'on a vu juste et qu'on a vraiment pu aider finalement quelqu'un quelque part. Comme ça, on a un peu plus éclairé sur ce qu'est la médiumnité, comment ça fonctionne. Et on revient sur ce côté héréditaire. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que toi, dans ta famille, tu as des gens, tu en as su un peu plus sur tes ancêtres? Et est-ce que tes enfants, parce que tout à l'heure, tu parlais de ton fils qui, justement, parlait avec une personne de ta famille. Donc, est-ce que c'est héréditaire ou pas du tout? J'ai pas vraiment de certitude là-dessus. On dit souvent que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Moi, j'ai connu une partie de mes grands-parents. J'avais un grand-père résistant qui a été mineur de fond. Enfin, il y avait vraiment pas de place pour la spiritualité, je pense, dans ces époques-là. En tout cas, dans ma famille. Il y en a d'autres, c'était certainement très différent. Je soupçonne mon père d'avoir un peu de magnétisme quand même parce que déjà quand j'étais petit, je me souviens que quand je me faisais mal, je cherchais le contact de ses mains parce qu'il y avait une chaleur qui me faisait du bien. Et deuxième indice quand même intéressant, il a eu toujours beaucoup de mal à avoir une montre qui fonctionne parce qu'elle se déréglait tout le temps. Donc et j'ai eu le même problème au demeurant. Donc ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'héréditaire? Sincèrement, j'en sais rien. C'est probable, mais voilà. Et concernant mes enfants, bon déjà ils vont faire leur choix. Moi je laisse très tranquille là-dessus.
Ce qui est certain, c'est qu'il y en a au moins un, celui dont je parlais, qui a le thème astral du médium. C'est-à-dire qu'il y a la fameuse astrologue dont on a parlé au tout départ de mon histoire, elle est encore de ce monde et tant mieux, même si elle a près de 80 ans maintenant. Et elle a fait le thème de mes enfants, et notamment de ce fils-là. Et elle m'a dit, tu sais, lui, c'est vraiment un médium né. Il sera bien plus doué que tu peux l'être, parce que toi, tu n'as pas la médiumnité que j'appelle de naissance. Lui, oui. Et effectivement, il discutait avec sa grand-mère, ce qui était déjà un bon truc. Là, aujourd'hui, il est beaucoup plus âgé, c'est un jeune adulte, et il veut pas, lui. Donc, mais il est médium, puisqu'il a eu la douleur de perdre un proche, on va dire son parrain pour être précis. Et là, pareil, dans la voiture, il était très très ennuyé. Et je sentais que, au-delà de la tristesse, il y avait quelque chose qui. Et on allait aux obsèques. Et il m'a dit voilà, je crois que parrain est venu me parler. Il m'a donné telle information, et information totalement improbable au demeurant. Et je dis écoute, peut-être que t'étais forcément dans l'émotion, t'as pensé à lui. Ce que tu me dis, pourquoi pas, mais c'est quand même peu probable. Donc prendre la distance, prendre du recul, voilà. Et on arrive sur place, on rencontre donc la famille proche, et on apprend que cette information est confirmée, ce qui était délirant. Et donc voilà. Donc lui, je pense qu'il est clairement médium. Par contre, c'est pas son souhait pour l'instant. Il faut qu'il fasse son chemin et ça lui appartient. Et dernière chose, parce qu'on a beaucoup parlé pour ce podcast encore, on dit souvent que la médiumnité peut apparaître chez certaines personnes suite à un énorme traumatisme, suite à une mort imminente, ou enfin, il y a pas mal de choses qui se regroupent autour de ce sujet-là, justement du trauma, où ça va d'un coup révéler cette médiumnité, et de façon beaucoup plus importante. Excellente remarque, et que je constate, c'est-à-dire que moi j'ai même rencontré des personnes effectivement qui ont eu, je pense à quelqu'un en particulier qui a lui aussi écrit un livre en son temps, qui a fait énormément de conférences et qui a vécu un accident terrible où il s'est fait renverser par une voiture, il a volé à je sais plus combien de mètres, c'était désespéré, il est resté des mois dans le coma, et quand il s'est réveillé, il ne se souvenait plus de sa vie en fait. Par contre, il se souvenait d'être monté là-haut, d'avoir vu des choses, et il est redescendu pour témoigner de ça. Et ça a réveillé effectivement quelques dons chez lui. Je pense à la fameuse Claudine qui a réveillé tout ça au décès de sa maman, si je dis pas de bêtises, ou de son papa, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un de ses parents. Moi-même, finalement, c'est la claque dans la tronche qui m'a fait re-regarder les choses. C'était la santé. Donc je pense qu'il y a effectivement, quand on vit certaines choses, on remet les choses à leur place. Si vous voulez, c'est toujours pareil. Combien de fois j'ai vu des personnes qui faisaient la course, par exemple, pour gagner de l'argent, il leur fallait telle voiture, il leur fallait tel truc, tel machin, la Breitling ou la Rolex. Et quand on perd un proche, ou quand on nous annonce qu'on n'a plus que quelques mois à vivre, des choses comme ça, potentiellement, on s'en fout de la Rolex, quoi. Ça n'a plus aucune importance. Et donc, du coup, ce réajustement, quelque part, permet peut-être de réouvrir des canaux qu'on avait choisi de ne plus écouter, quelque part. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a inspiré et ouvert à de nouvelles perceptions. Surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions ou même vos expériences en commentaire, et à diffuser ce podcast autour de vous. Le livre de Frédéric, c'est Le réveil d'un médium énergéticien, de la pierre à la lumière, chez Mama Édition. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez attentifs aux voix de l'invisible.